Charlie, you can start. Bonjour, thank you. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de l'École africaine de régulation. C'est des webinaires en français que nous organisons, mais aussi en anglais. Je suis Charlie Gatete, je suis le chercheur principal à l'École africaine de régulation. Et c'est un plaisir, un honneur pour moi de pouvoir modérer cette session qui nous espérons sera très intéressante et vous parle. Je vous informe qu'il y a un service de traduction français-anglais pour ceux qui ont besoin. Please, for English-speaking participants, we have translation service that has been provided. Le présent webinaire porte sur le thème suivant. Renforcer les mécanismes de protection des consommateurs d'électricité dans un paysage énergétique en mutation, partage d'expériences. Il a pour objectif de discuter des moyens et des meilleures pratiques pour protéger les consommateurs et gérer la réglementation en matière de consommateurs par les entités de régulation. Pour ce faire, nous avons invité un panel d'experts de renom qui, je vais les présenter dans quelques minutes, qui vont échanger sur ces thématiques et voir comment est-ce que nous pourrons, à partir d'un partage d'expérience, comment nous pouvons améliorer la prise en compte de la protection des régulateurs des consommateurs par les régulateurs. Mais avant, j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir introduire notre nouveau directeur de l'École africaine de régulation, qui a pris fonction il y a de cela quelques jours seulement et qui nous fait l'honneur de participer à ce webinaire. C'est son tout premier webinaire de l'école. Donc, c'est le docteur Abdelkadir Chetima, qui est économiste de l'énergie avec une grande expérience en la matière, notamment sur les questions liées à la régulation de l'énergie. Il a travaillé pendant de nombreuses années à des postes de responsabilité auprès de la Commission de régulation du Nigeria, NERC. Et il nous fait plaisir d'être là et je vais l'inviter à parler et à nous donner quelques mots introductifs. Please, Director, over to you for your welcome remark. Thank you very much, Dr. Gatete, and good afternoon, distinguished participants and colleagues. I'm delighted to welcome you to this important webinar on customer protection in today's dynamic energy sector, which is organized by the African School of Regulation. And I believe this is our fourth webinar in French. And the topic of customer protection in a fast evolving energy landscape is most especially pivotal, given the digitalization, renewable energy integration, net metering, automated metering, metering infrastructure, decentralization. The energy sector in Africa and indeed globally is fast evolving. And the role of effective regulation in protecting consumers can therefore not be overstated. So as we navigate this evolving energy landscape, we must ensure that consumer rights are upheld and that all stakeholders, including the most vulnerable consumers, have access to reliable, affordable, and equitable electricity services. I therefore encourage each one of you to actively engage through this session, share your experiences, and contribute to the discussions. Your input will be invaluable as we seek to strengthen consumer protection mechanisms and adapt our regulatory frameworks to the demands of the modern energy sector in Africa. So with this short remark, I thank you very much for joining this webinar, and I join you once again to contribute to the discussions. So thank you for being part of this important dialogue, and I look forward to a fruitful, engaging discussion with all of you. So I now hand it over back to the moderator. Thank you very much, Director. Merci bien, Directeur.
Le directeur vient, après l'introduction, vous accueillir, vous inviter, vous souhaiter la bienvenue. Il a retenu quelque chose d'important, c'est que nous devons travailler en tant que régulateurs à nous assurer que nous, les consommateurs et tous les consommateurs, nous sommes chacun de nos consommateurs, a accès à l'électricité de façon abordable, mais aussi une électricité durable pour tous. Donc, merci bien, directeur. Alors, je m'en vais maintenant introduire ou présenter nos différents panélistes. Le premier d'entre eux vient du Sénégal et il s'agit de Monsieur Papmoma Ndiaye, qui est commissaire économiste à la Commission de régulation du secteur de l'énergie du Sénégal. Monsieur Ndiaye, bienvenue. Alors, le deuxième panéliste est chef de département de la consommation domestique et de la vulgarisation au département de la consommation de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de la Côte d'Ivoire. Eh bien, il vient de la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique, et en la personne de M. Hachi Bessekon Alain Djil. Bienvenue. Et le troisième panéliste aussi nous vient de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Ouattara Salif. Il est vice-président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Ouattara, M. Webina. Alors, merci à tous Merci. les trois d'avoir bien voulu prendre de votre temps pour participer à ce webinaire. Alors, je vais vous donner la parole brièvement chacun pour vous présenter et puis présenter votre structure avant que nous partons sur les questions-réponses pour le webinaire. Si brièvement, vous pouvez vous présenter encore et votre structure. On va commencer par M. Ndiaye, commissaire Ndiaye. Bonjour tout le monde. Bonjour Charlie. Bonjour docteur Abdoukarim Sekema. Bonjour chers panélistes. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui donc d'être présent donc à ce panel pour représenter le Sénégal. Donc pour me présenter, je m'appelle Pape Momad Ndiaye. Je suis commissaire économiste financier en régulation donc du secteur de l'énergie. J'ai un parcours de plus d'une vingtaine d'années dans le secteur donc, de l'énergie. J'ai fait environ 10 ans chez l'opérateur historique Senelec et après presque 10 ans également au niveau du régulateur. Je suis passé commissaire donc il y a moins de 2 ans. Donc j'ai eu un parcours assez technique, mais plus ou moins axé sur la régulation tarifaire, la régulation donc des consommateurs, la détermination des tarifs, que ce soit opérateur rural, opérateur urbain, etc. Et parmi ces activités-là, il y a un volet très important, la consultation publique des consommateurs. Donc, je m'arrête là avant de revenir donc, sur les autres. Merci. Merci, commissaire, et vous faites bien de noter vraiment ce point particulier qui est l'interaction, la consultation des consommateurs. Merci bien. Alors, je donne la parole à Monsieur Alain Gilles. Merci, Charlie. J'espère qu'on m'entend bien. Merci, On vous docteur attend très bien. Kadi. Bonjour à tous nos panélistes. Je suis Achille Bissekon Gilles, de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, en RSI. Je suis juriste de formation et j'ai consacré pratiquement toute ma carrière à la RSI, à la protection des consommateurs. J'ai pu participer à la formation badge organisée par MinParisTech et Deloitte, où j'ai présenté un mémoire sur les enjeux de la protection des consommateurs d'électricité dans le contexte de la nouvelle loi de 2014 portant code de l'électricité en Côte d'Ivoire et qui instituait, dans le cadre des innovations, un régulateur sous la forme d'une autorité administrative indépendante en Côte d'Ivoire. Et là, actuellement, j'occupe les fonctions de chef de service consommateur intérieur et vulgarisation. Cette fonction, elle est née de ce que depuis 2015,
l'ANARE, d'abord en tant que société d'État, puis ANARESI à partir de 2016 avec la nouvelle loi, avait décidé d'ouvrir une agence à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, notamment dans la capitale, à Yamoussoukro, pour rapprocher ces services des consommateurs de l'intérieur du pays. Et ce service m'avait été confié. C'était une expérience inédite que nous avions entamée en son temps et qui nous a permis véritablement de nous rapprocher des consommateurs de l'intérieur qui n'ont pas forcément les mêmes réalités que les consommateurs de la ville d'Abidjan, qui est véritablement la métropole qui concentre la grande majorité des consommateurs, plus de 50% des abonnés. Mais on oublie toujours qu'on a plus d'une quarantaine de pourcents d'abonnés qui sont à l'intérieur du pays et ce chiffre s'accroît et qui ont des réalités qui bien souvent sont différentes de celles des consommateurs d'Abidjan. Bien sûr, on a travaillé d'abord avec les consommateurs d'Abidjan, ensuite on a travaillé avec les consommateurs de l'intérieur. Et en ma qualité de chef de service consommateur, en charge de la vulgarisation, je suis en charge de mettre en place les outils et les mécanismes qui permettent de définir d'abord des méthodes de protection des consommateurs efficaces, mais également de définir la collaboration avec les associations de consommateurs qui sont des piliers de notre mission de protection des consommateurs d'électricité. Voilà déjà un peu présenté ce que je fais comme métier. On pourra, lors des échanges, comme l'a dit M. Pape, approfondir cette expérience-là, partager cette expérience-là avec les autres panélistes et approfondir les thèmes qui seront abordés. Ok, merci bien, Monsieur Hachi. Monsieur Ouattara, à vous. Bonjour, chers tous. Je suis M. Ouattara Salifou. Je suis vice-président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire et je suis également fondateur de la fédération depuis 2012. Donc, cela fait déjà 13 ans que j'exerce dans le domaine de la protection des consommateurs. Je suis psychologue de formation. Ok, merci. Ok, ok, merci bien, Monsieur Ouattara. Merci bien à tous les trois pour cela. Alors, pour planter le décor, la question de la protection des consommateurs d'électricité en Afrique repose sur plusieurs piliers qui sont véritablement importants pour prendre en compte par le régulateur. Notamment, le premier, ça sera de mettre en place le cadre réglementaire, politique réglementaire, qui considère cette question. Le deuxième, ça serait aussi de regarder la question de la qualité de service, d'assurer une bonne qualité de service pour les consommateurs, mais aussi la question de la tarification. Le commissaire en parlait, la question de la tarification équitable, et notamment offrir aux consommateurs des mesures, la possibilité d'avoir des recours face à des situations ou des plaintes qu'il faut déposer. Alors, quand on parle par exemple du premier, de mettre en place un cadre réglementaire, c'est dire que le régulateur, il doit être en charge de pouvoir s'assurer, et ça c'est l'un de ses premiers mandats, c'est de veiller à la protection des droits des consommateurs. Donc, c'est de s'assurer qu'il y a toute la batterie de régulation juridique nécessaire qui permet d'encadrer à la fois le travail des sociétés d'électricité, mais aussi garantir la protection des consommateurs, à savoir tous les aspects liés, par exemple, à la qualité du service. Et ça, c'est le deuxième point dont j'en parlais. Cette qualité de service, le régulateur aussi, c'est de s'assurer que les sociétés d'électricité rendent fournissent une électricité de qualité. Nous sommes tous consommateurs et on voit très bien les questions de baisse de tension que nous voyons, de coupures prolongées et tout ça. Donc, le régulateur aussi, et l'un de ses mandats, hein, c'est justement d'encourager à intégrer tous ces indicateurs du suivi de la performance des sociétés d'électricité pour s'assurer qu'il y a une fiabilité du service, il y a une qualité du service. Et l'une des questions là-bas, ça serait de savoir comment le régulateur peut améliorer cela. Nous allons pouvoir en discuter durant ce webinaire. Le troisième point qu'il faut noter euh, sur cette question, ça, bien sûr, c'est la question de la tarification. S'assurer que la tarification, elle est équitable et accessible. Équitable en ce sens que les consommateurs sont traités de la même manière, ils ont les mêmes droits.
il n'y a pas un privilège à donner à une catégorie de consommateurs, mais aussi, il faut savoir aussi prendre en considération la dimension de l'équité. Donc, c'est de savoir comment est-ce que, dans la définition de la tarif, d'un des tarifs, et monsieur le commissaire Ndiaye pourra échanger là-dessus, comment est-ce qu'on garantit cette équité, mais aussi cette équité tout en considérant aussi la viabilité des sociétés d'électricité. Donc, c'est des challenges, des défis comme ça auxquels le régulateur fait face. Et une des questions qui vient là, cela, c'est quelles sont les meilleures pratiques et comment véritablement améliorer de telle sorte que nos tarifs soient viables, permettent cette viabilité, mais aussi assurer une certaine équité et abordabilité. Donc, on pourra discuter durant ce webinaire. Enfin, pour finir de planter ce décor, c'est de dire que les régulateurs euh, euh, doivent être en mesure de mettre en place des mécanismes de recours et de participation des consommateurs. Participation des consommateurs à travers, on en parlait il y a quelques minutes, des forums, à travers euh, les, euh, les, euh, les campagnes où on écoute, où on a le feedback des consommateurs, notamment lorsqu'on est dans la planification des tarifs, mais aussi d'avoir un système, une plateforme de, de collecte des plaintes, de collecte et de traitement des plaintes. Et je pense que notre collègue Achille pourra éclairer là-dessus durant le débat. Donc, voici un peu ce que nous allons en discuter durant ce webinaire. Nous allons à peu près 1h10 maintenant. Nous allons essayer de vous poser des questions sur plusieurs thématiques, les différentes thématiques dont j'en ai parlé. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est celle-ci. Ça sera sur la question justement du cadre réglementaire. Chacun de vous, je m'adresse au commissaire Ndiaye, à M. Hachi. Quels sont les cadres réglementaires et relatifs à la protection des consommateurs au sein de vos institutions, au sein de la CRSE, au sein de l'ANARSI? Quels sont les cadres réglementaires qui ont été mis en place pour assurer justement une protection des consommateurs là-dessus? Et notamment, lorsque les cadres sont mis en place, comment aussi vous appliquez, vous assurez que la loi, que la régulation, elle est appliquée effectivement? Il y a une chose, c'est d'avoir la régulation, mais d'autres choses, c'est de vraiment l'appliquer. Donc, voici la question. Je vais peut-être commencer par le commissaire Ndiaye, sur l'expérience de la CRSE. Merci, Charlie. Donc, par rapport à ce point, au Sénégal, on a eu la chance d'avoir des cadres réglementaires favorables vraiment au développement donc, de l'énergie de manière générale, mais également de protection des consommateurs. Avec la loi 98-29, il y a eu une réforme qui a été faite en 2021, qui a créé le Code de l'électricité, mais également la loi sur le régulateur. Donc, avec la loi sur le régulateur, donc, les activités de régulation donc, ont été élargies donc, au secteur des hydrocarbures, au secteur aval intermédiaire gazier. Donc, la CRSE, en plus des activités relatives à l'aide, notamment la régulation de la production, de l'autoproduction, du transport, de la distribution, a quand même vu ses missions être élargies vraiment relatives à l'aval des hydrocarbures, et également au segment intermédiaire aval gazier. L'État a décidé de faire cela dans le but surtout de faire profiter à ces nouvelles activités régulées l'expérience de la CRSE électricité, surtout en matière de régulation tarifaire, en matière de régulation également de protection des droits des consommateurs. Donc, parmi les missions donc, de la CRSE, il y a 5 missions majeures qu'on peut relever. C'est d'assurer l'équilibre économique et financier des secteurs de l'électricité, de, de l'aval des hydrocarbures et la préservation économique nécessaire à leur viabilité. Ça aussi, c'est un point majeur parce qu'aujourd'hui, on ne peut réguler des entreprises sans au moins leur assurer une certaine équilibre économique. Il y a la mission de surveillance du marché de l'électricité et de veiller au respect des normes établies. Ça aussi, c'est pour vraiment assurer la qualité de service, etc. On a une mission d'appliquer une régulation des tarifs, d'assurer une régulation des tarifs appliqués dans les secteurs également régulés.
Parmi les missions, on peut dire assurer la protection des droits et des intérêts des consommateurs en matière de prix et de qualité des services, d'où l'importance donc de ces clients-là, de ces consommateurs, et de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires. Donc, la CRSE est consultée par le ministère sur tout projet de texte relevant du secteur. Il peut donner des avis, il peut donner des recommandations, il peut même proposer des textes pour le ministère en vue donc d'améliorer de certains cadres législatifs et réglementaires. Donc, dans ce cas-là, il y a eu des missions et des attributions qui ont été développées à la CRSE avec cette nouvelle loi-là. On a des attributions en matière stratégique, comme on l'a dit. On a des attributions en matière de régulation technique. On a des attributions en matière de contrôle de l'exercice réglementé. Nous avons des attributions en matière de régulation économique et de tarification. Et enfin, nous avons des attributions en matière d'enquête et de sanctions. On va y revenir après parce que lorsqu'un consommateur va se plaindre après, si on ne parvient pas à trouver vraiment un point de consensus avec l'opérateur, la commission peut s'autosaisir et faire des enquêtes. Maintenant, dans l'organisation de la CRS également, il y a eu un changement majeur pour montrer également l'importance de ces consommateurs-là. Nous avons 3 organes qui ont été maintenant mis en place au sein de la CRS. On a un conseil de régulation composé de 7 membres, dont le président. Nous avons un secrétariat exécutif qui coordonne toutes les directions et un comité de règlement des différends qui a été mis en place. C'est une nouveauté qui est dirigé par un magistrat nommé au sein, donc, par le ministère de la Justice. Il y a un commissaire qui est membre, mais il y a également 3 autres membres qui proviennent des comités consultatifs des opérateurs, des administrateurs et des consommateurs. Maintenant, pour revenir à ces comités consultatifs, en fait, la commission a mis en place ces comités consultatifs, a donc saisi tous les opérateurs, tous les administrateurs en les regroupant. Maintenant, parmi ces comités consultatifs, il y a eu un bureau qui a été mis en place. Il y a un président, un vice-président, un secrétaire général et un membre qui représente donc ce comité consultatif dans le comité de règlement des différends. Pour l'exemple des comités consultatifs des consommateurs, ils ont regroupé toutes les associations de consommateurs qui existent et qui ont des papiers en bonne et due forme. Nous avons tous reçu. Et sur cette base-là, entre eux, ils se sont concertés pour désigner un président, un vice-président, un représentant dans le CRD. Donc, pour rappel, le CRD a été mis en place pour un peu définir tout ce qui est, il est chargé d'instruire toutes les plaintes physiques ou morales intéressées relatives au non-respect des dispositions de la réglementation sectorielle, d'instruire et de prononcer des recours par les candidats soumissionnaires donc la demande de licence et de régler les différents acteurs du secteur de l'électricité. Donc, c'est une nouvelle structure qui a été mise en place vraiment pour renforcer vraiment le recours. Et il faut vous dire une chose, le CRD est indépendant en fait, du Conseil de régulation. Il peut revenir sur une décision du Conseil de régulation. Il peut, et aucune décision du Conseil ne le lie. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un organe qui a été renforcé. En plus de cela, on peut ajouter que dans l'organigramme de la CRSE actuelle, il y a un point majeur, il y a une direction des consommateurs qui a été mise en place. Et cette direction-là est vraiment chargée de faire des enquêtes, de suivre le respect de certains critères dans la facturation, dans, comment je veux le dire, dans, dans vraiment tout ce qui est relatif vraiment au respect du règlement de service de ces clients-là, consommateurs finaux. Donc, nous avons donc un corpus qui est là, qui a vraiment été favorable à ça. Et peut-être je vais en profiter peut-être pour dire que c'est grâce peut-être à ce corpus juridique et réglementaire que peut-être le Sénégal a été placé premier dans les réglementations de la BAT et du BAT, parce que je pense que après plusieurs années, 2018, on était huitième, etc., etc. C'est avec la mise en place de cette nouvelle réforme du secteur de l'énergie quand même. En 2023, on était deuxième. Cette année, on est premier dans cet indice de réglementation de la régulation. Donc,
peut-être je vais dire que c'est sur ces points-là que je vais m'arrêter et laisser peut-être les autres développer. Merci. Très bien, monsieur Ndiaye, c'est vrai. Il faut noter que vous avez fait un grand bond en avant dans l'IRI pour être premier et ça, c'est appréciable. Et merci pour avoir vraiment montré cette architecture institutionnelle maintenant qui a changé et ses modifications. Juste une question rapide. Donc, je vois que ce comité, ce CRD, est vraiment indépendant du Conseil de régulation, travaille de façon autonome. Euh, la question, c'est comment ils ont accès au fonds la plainte. Est-ce que tout usager peut directement aller directement porter son affaire directement à CRSS ou bien il faut passer par la commission? Oui, en fait, voilà. Ça aussi, je pense que ça fait partie du règlement intérieur de ce CRD-là. La porte d'entrée, c'est la CRSE, le président de la CRSE. Il y a une saisine du président de la CRSE. S'il voit que c'est un dossier de recours, il le transmet directement au président du CRD pour instruction. Je Ok, pense que c'est ça. Maintenant, tout à l'heure, je vais essayer de parler de ce qui est prévu, notamment en matière de mise en place d'organisation, etc. Mais la saisine du CRD, vraiment, a été bien décidée. On a le nom et prénom, nationalité qu'il faut faire, le nom ou les conseils choisis, l'objet de la saisine, la liste de l'adresse et les justificatifs. Une fois qu'ils ont donné ça, le président le transmet au CRD pour instruction. Maintenant, le CRD a la latitude de se saisir, de s'auto-saisir pour instruire, ou bien dire que ok, je n'instruis pas. Maintenant, dans le cadre de ok, l'instruction, il peut prendre les services de, de la direction juridique pour la CRSE pour l'assister. Il peut prendre la tâche également de n'importe quel consultant ou bien personne technique pour l'assister dans le dénouement de ça. Il y a également un commissaire membre du conseil de régulation qui fait partie donc, de ce CRD-là, plus les différents représentants des comités consultatifs. Mais moi, je pense surtout que par rapport à cette saisine-là, en fait, l'équipe juridique de la CRSE vont beaucoup les assister, surtout sur la prise en main de ces dossiers de plainte, de réclamation. ok. Très bien, monsieur le commissaire. Alors, monsieur Hachi, quelle est la situation au niveau de la NARICI? Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en 2014, nous avons adopté un nouveau code de l'électricité. Et ce code d'électricité-là a institué, déjà ce code il porte plusieurs innovations majeures. Je pourrais dire la plus grande, c'est la libéralisation déjà de tous les segments euh, du secteur électrique, de la production à la commercialisation, à l'exception du dispatching. Mais il est aussi vrai que dans la pratique, nous sommes toujours dans le cadre d'un marché qui est géré par un opérateur historique, un opérateur unique qui est la compagnie ivoirienne d'électricité, qui opère sur les segments transport, distribution et commercialisation. Alors, ce code-là a institué un régulateur sous la forme d'une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs à renforcer, notamment des pouvoirs d'enquête, de sanction, d'investigation et de décision, contrairement à l'ancienne nomenclature de l'ancienne structure en arrêt qui était sous la forme d'une société d'État et qui n'avait pas de pouvoir. Alors, une fois cette loi adoptée, en 2016, le gouvernement du Côte d'Ivoire a pris donc le décret de création de la NARECI sous sa forme de AAI et elle lui a donné 5 missions, dont 3 qui sont, je pourrais dire, directement en lien avec la question de la protection des consommateurs. Il y a cette mission de contrôle des obligations qui résultent des conventions que l'État a passées avec les opérateurs, notamment la convention de concession de gestion et d'exploitation des segments distribution, transport, distribution, commercialisation qui est passée avec la compagnie ivoirienne d'électricité. Il est également affirmé la mission de protection des intérêts des consommateurs d'électricité dans les attributions du régulateur et il est également affirmé la mission de règlement des litiges. Et à ce titre, la NARECI intervient comme l'instance en premier ressort qui règle les litiges entre les usagers et les opérateurs. Ben, comme on n'a qu'un opérateur qui est la compagnie ivoirienne d'électricité. Et donc, ces décisions-là ont valeur de jugement. Alors, dans son organisation, déjà, il faut dire que la NARECI a 2 structures importantes. Il y a le conseil de régulation, qui est composé de 5 membres,
qui sont nommés sur proposition de différents ministères, notamment le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui fait une proposition. Il y a le chef de l'État, le président de la République qui propose un membre, et puis il y a le ministère des Infrastructures économiques et autres qui propose des membres. Donc, ils sont 5. Et ce conseil-là prend les décisions en matière de règlement des litiges. Donc, c'est le conseil qui se réunit en audience et qui prend les décisions pour ce qui concerne les litiges dont est saisi le régulateur. Il y a la direction générale qui conduit la politique managériale de l'AAI et qui, en matière de règlement des litiges, instruit les recours pour le compte du conseil de régulation. Et au sein de cette direction générale, nous avons une direction consommateur. Alors, la direction consommateur, celle dans laquelle nous intervenons, elle a 3 activités et elle est en charge de la mission de protection du consommateur et de règlement des litiges qu'elle a scindée en 3 activités principales. Il y a la sensibilisation, l'information, tout ce qui est activité préventive, le contrôle de l'opérateur qui s'exerce au sein de cette direction, notamment le contrôle du segment commercialisation, mais nous dirons le segment distribution commercialisation, notamment tout ce qui est acte de gestion au niveau de la compagnie ivoirienne d'électricité et tout ce qui est facturation. Elle est également en charge de l'instruction des recours dont est saisi le régulateur, et à ce titre, elle agit sur 2 procédures. Nous avons une procédure d'assistance qui permet de régler les questions non contentieuses dans un délai de 5 jours. C'est cette procédure-là qui permet pour un consommateur lambda qui demande par exemple l'exécution d'une prestation qui est tardive, de l'avoir exécutée diligemment. Donc, cette procédure d'assistance-là permet de rappeler bien souvent les services de l'opérateur dans les délais, de les rappeler de l'exécution de leurs prestations dans les délais, ou du retrait de certaines prestations de certains actes dans les délais. Et puis, il y a la procédure contentieuse, qui est celle-là même qui aboutit à la prise d'une décision qui a valeur de jugement et qui commence naturellement par une saisine du directeur général d'un litige avec la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, l'usager ou le consommateur qui nous saisit doit faire la preuve de ce qu'il a fait de réclamation sans succès ou qu'il a fait une réclamation dont les réponses ne le satisfont pas. Et ce dossier va faire l'objet d'une instruction au niveau de la direction consommateur qui, à la fin de l'instruction, va transmettre son rapport au conseil qui va organiser une audience à laquelle participent l'usager et l'opérateur. Et à la fin de cette audience, il y a une décision qui est prise, qui a valeur de jugement et qui est susceptible d'appel naturellement devant la Cour d'appel d'Abidjan. Donc, en marge de cette activité de règlement des litiges et du contrôle, il y a toutes les autres activités et tous les autres mécanismes que nous essayons de mettre en place pour la protection du consommateur, notamment les consultations. Et en la matière, nous avons mis en place une plateforme d'échange avec les associations de consommateurs. Donc, nous avons d'abord mis en place un espace pour établir une collaboration avec les associations de consommateurs, qui a commencé déjà par l'identification d'associations crédibles avec lesquelles nous avons commencé à travailler. Donc, au sein de cette plateforme, il y a des associations qui, en raison de leur sérieux et de leur ancienneté, ont pu bénéficier d'une convention formelle, mais il y a encore d'autres organisations avec lesquelles nous travaillons, qui nous pourront dire sont en observation et pour lesquelles nous aurons bientôt des conventions. Dans le cadre de cette collaboration, nous entendons de ces organisations 3 principales missions. La première, c'est de remonter toutes les informations qui sont en lien avec le fonctionnement du service public de l'électricité et qui font l'objet de réclamations au niveau des consommateurs. La seconde, c'est de diffuser aux populations les informations du secteur, des informations que pourrait leur mettre en disposition le régulateur. Et la troisième, c'est d'assister les consommateurs dans le cadre de leurs relations avec l'opérateur et bien sûr dans le cadre de la gestion de leurs réclamations ou des litiges pour lesquels ils pourraient saisir le régulateur.
Aujourd'hui, nous sommes en phase de passer à une étape d'évaluation de cette collaboration par un mécanisme qui permettrait d'attribuer des notes chaque fin d'année aux organisations partenaires et qui permettrait, dans un système de malus-bonus, d'améliorer leur implication effective dans le fonctionnement du service public de l'électricité. Ensuite, pour la protection, je parlais du contrôle des actions de l'opérateur. C'est des contrôles qui se font sur pièce, mais également c'est des contrôles qui se font sur site et qui permettent d'apprécier la qualité du service, la qualité du service aux clients, notamment dans le cadre des prestations aux clients, la qualité du produit, c'est-à-dire la qualité de la fourniture d'électricité, elle se fait au niveau de notre direction technique qui fait le contrôle de l'éclairage public, le contrôle des ouvrages, le contrôle des installations qui sont mises à la disposition de l'opérateur dans le cadre de la convention de concession. Et donc, c'est un peu ces activités-là qui nous permettent au niveau de l'ANARECI d'assurer une protection des consommateurs d'électricité et de s'assurer du respect de leurs droits dans le cadre du fonctionnement du service public de l'électricité. Naturellement, les autres missions du régulateur, telles que la mission de proposition de tarifs, et la mission d'avis à l'État en ce qui concerne les questions de régulation, naturellement, permettent également à un certain niveau de protéger les intérêts des consommateurs dans le cadre notamment des conventions que l'État passe avec les opérateurs, mais également de la fixation du tarif de l'électricité. On pourra développer cela dans la deuxième question. Donc, pour être un peu plus court, voilà un peu un système qui est assez simple parce que nous sommes il faut le dire, nous sommes dans une société où les populations ne sont pas très au fait de leurs droits. Le taux d'analphabétisme fait qu'il fallait mettre en place un système assez simple, mais également un système qui est suffisamment résilient et qui puisse permettre vraiment de prendre en charge les consommateurs dans le cadre de la gestion de leurs réclamations, mais également en amont dans le cadre de la privatisation, dans le cadre du respect du règlement du service concédé qui est l'annexe à la convention de concession passée entre l'État et la compagnie ivoirienne d'électricité et qui résume l'ensemble des obligations en matière de gestion clientèle pour l'opérateur. Ok, merci bien, M. Hachi. Alors, on va voir un autre, ça montre en tout cas qu'ils avaient une configuration qui est légèrement différente de celle du Sénégal. Bon, on va voir un autre point de vue, le point de vue maintenant de l'autre côté, donc du consommateur, avec M. Ouattara. Quel est, de votre point de vue, comment vous évaluez les cadres réglementaires dans nos pays? Bon, vous êtes de la Côte d'Ivoire, peut-être que c'est plus facile. Comment vous évaluez les cadres réglementaires? Quels sont les points à améliorer de votre point de vue en tant qu'association des consommateurs pour renforcer justement ces droits de consommateurs? Ok, merci bien pour la question. Je dirais que le cadre réglementaire est pertinent. Il est pertinent parce qu'il repose sur une base légale, comme M. Bessécon l'a dit, la loi 2014 portant cadre sur le code de l'électricité. Donc, à partir du moment où il y a une base légale, je crois qu'il est assez pertinent. Mais toutefois, comme vous l'avez dit, il y a des aspects à améliorer. Dans les missions de l'ANARECI, on a parlé d'une mission de proposition des tarifs. Or, nous, en tant que consommateurs, si les tarifs sont abordables, c'est ce qui nous arrange. Donc, on aurait souhaité que l'ANARECI, avec toute sa technicité, puisse, je dirais, fixer le prix, pas faire des propositions, parce que en dernier ressort, le dernier mot revient à l'État. Or, c'est l'ANARE qui est le technicien. Donc, on aurait souhaité que l'ANARE puisse fixer, puisque c'est une structure autonome maintenant, puisse fixer le prix en tenant compte de tous les paramètres pour qu'il soit vraiment abordable. Ça, c'est à améliorer. Et puis, un deuxième point, c'est au niveau du conseil de régulation. Parce qu'en général, lorsqu'on porte les plaintes des consommateurs au niveau de l'ANARECI,
la médiation est faite et on nous fait un retour je dirais, des décisions. Et à nous de porter maintenant ces décisions au niveau du consommateur. En général, les consommateurs ne comprennent pas trop bien comment ça fonctionne. Mais nous, n'ayant pas été présents au moment que la décision se prenait, on a du mal à l'endosser parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, je pourrais dire que c'est un cri du cœur. On aurait souhaité que dans le conseil de régulation, il puisse quand même avoir, je ne dirais pas de façon permanente, mais à chaque fois qu'un litige est porté, que l'association qui a porté le litige, lorsque on doit rendre la décision, ce serait intéressant que cette association soit invitée pour qu'elle puisse prendre sur elle la décision du conseil de régulation et l'expliquer vraiment avec tous les arguments qu'il faut pour convaincre le consommateur. Donc, je pense que ces 2 points peuvent être améliorés pour rendre efficace les effets du cadre réglementaire. Voilà. Oui, merci très bien. Ça, c'est bien. Merci pour votre cri de cœur. Ça montre un peu. Okay. Vous avez 2 aspects. C'est véritablement comment est-ce que la NARECI passe de force de proposition à vraiment décider sur la base Décideur, oui. de ce changement au niveau des tarifs. Et puis, bien sûr, avoir au moins une oreille au sein du conseil pour pouvoir bien faire le relais. Peut-être qu'il y a un commentaire rapidement par M. Hachi sur ces 2 points. Alors, sur le second point, qui est la présence de l'association de consommateurs, en fait, c'est parce que lorsque l'association porte le litige à la NARECI, elle ne se présente vraiment pas comme le représentant du requérant, le représentant de l'abonné ou de l'usager qui fait la requête. Or, quand on est dans l'audience devant le conseil, c'est vraiment je pourrais dire, un processus judiciaire qui est déployé. Et donc, si l'abonné a son avocat ou si l'abonné n'est pas représenté, c'est l'abonné qui est invité à l'audience, à participer à l'audience et à assister à sa prise de décision. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, c'est que à la faveur de notre dernière rencontre avec les associations de consommateurs, l'une des recommandations, c'est de permettre déjà aux associations de consommateurs, les audiences étant publiques, de participer aux audiences pour voir déjà comment elles se déroulent. Et puis, l'autre qui n'est pas une interdiction, mais c'est dans la forme que cela va se présenter dans le fond, c'est que lorsqu'une association de consommateurs partenaires porte un litige, c'est qu'elle se présente comme conseil du client, ce qui va lui donner le droit de participer au débat et d'assister à la prise de décision. Donc, c'est faisable à ce niveau et je pense que cette information va être remontée pour qu'on voit comment est-ce que les associations puissent assister aux décisions. Maintenant, pour ce qui est du tarif, n'oublions pas que le tarif reste un instrument, certes économique, mais un instrument politique. Et le régulateur, en ayant force de proposition, c'est déjà une avancée majeure. C'est déjà une avancée majeure parce que jusqu'en 2014, jusqu'à la loi de 2014 et jusqu'au décret de création de la NARECI, le régulateur n'intervenait pas dans la fixation du tarif à l'électricité. À la limite, l'État pouvait avoir un avis qui était facultatif, qui n'était même pas, je veux dire, écrit. C'était pas une disposition formelle. Depuis la loi de 2014 et depuis le décret de création du régulateur sous la forme d'autorité administrative indépendante, le tarif de l'électricité est forcément une émanation du régulateur, une proposition du régulateur. Maintenant, après le tarif restant un instrument politique, l'État fixe le tarif en tenant compte naturellement de l'avis et de la proposition du régulateur. Donc, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, mais je veux dire, il serait vraiment, à moins que nous soyons dans un système, parce qu'il faut le dire, la loi de 2014 affirme toujours le caractère de service public du secteur électrique. Et donc, cette affirmation-là fait que l'État ne peut pas déléguer un certain nombre d'actions qui restent de son pouvoir régalien et donc un instrument de souveraineté, parce que l'électricité aujourd'hui, ça reste, qu'on le veuille ou pas, ça reste un véritable instrument de souveraineté et quelque chose de très important pour un État. Et donc, l'État ne peut pas déléguer totalement
la fixation du tarif quand on sait tous les troubles à l'ordre public, tous les remous sociaux qui pourraient entourer la fixation d'un tarif d'électricité. Et donc, l'État, déjà en prenant l'avis du régulateur, en lui donnant force de proposition, c'est une avancée notable déjà qu'il faut accepter. Maintenant, pour le reste, avec les évolutions normatives, avec les évolutions réglementaires, avec le marché régional en construction, peut-être qu'on aboutira un jour à la fixation du tarif par les régulateurs. Ok, très bien, merci, M. Hachi. En tout cas, c'est bien noté. Mais je pense que l'une des parties, et c'est que vraiment M. Ouattara voulait inciter, c'est le côté surtout l'abordabilité en fait du tarif. Là. Que en ce moment, quand l'analyse est force de proposition, qu'elle se rassure que ce tarif soit vraiment abordable. Et ça me permet de pouvoir aller sur une deuxième partie de ce webinaire et de poser une question qui serait beaucoup plus cette tarification, justement. Quelles sont les mesures que le régulateur, notamment la CRSE, l'ANARECI, met en place pour garantir cette question de la transparence, mais aussi de l'équité lors de l'établissement des tarifs. Donc, les deux aspects de la transparence et l'équité. En particulier, lorsqu'on parle de les différents moyens de paiement. Oui, il y a une question d'équité aussi entre ceux qui payent ou ceux qui sont en post-paiement ou en pré-paiement. Donc, comment est-ce que cela est mis en place pour garantir que tous les consommateurs sont traités de façon équitable, qu'il y a une équité, mais aussi qu'il y ait une transparence, afin qu'ils soient informés? Comment est-ce que vous assurez aussi que toutes les questions sur le processus de tarification, les subventions, ils sont informés? Pour commencer par commissaire Diagne. Merci, Charlie. Bon, c'est un point quand même qui est l'essence même de la régulation, de la Ouais. tarification. Mais préalablement, comme l'a dit tout à l'heure Hachi, aujourd'hui au Sénégal, ce qu'on a dit, ce qu'on s'est quand même dit nous tous, c'est que ces échanges de consommateurs-là doivent être informés, d'une part, doivent être capacités pour comprendre un peu les enjeux et challenger ces opérateurs-là lors de ces consultations publiques. C'est pourquoi nous avons 18 avec lesquels la CRSE donc, a fait des conventions. Et chaque année, nous les capacitons sur les aspects relatifs à la facturation, au Woyofal, le prépaiement. Nous les capacitons sur la détermination des conditions tarifaires, les tarifs. Nous les capacitons sur tout point, notamment sur toute évolution du secteur de l'énergie. Ce sont vraiment des renforcements de capacité qui sont périodiques, qui sont mis en place chaque 2 fois. Et même, je vais vous dire une chose, même la loi actuelle a dit que la commission doit au moins 2 fois dans l'année rencontrer les comités consultatifs en vue d'échanger avec eux sur toutes les problématiques du secteur. Donc, comme vous l'avez dit, ils doivent être mis au fait de tout ce qui se passe dans le secteur de l'énergie pour une meilleure digestion même de ce qui peut arriver à tout moment. Parce qu'on sait, comme vous l'avez dit, le secteur de l'énergie est très capitalistique, c'est très évolutif et qu'un consommateur, avant d'accepter quoi que ce soit, il faut qu'il comprenne. Maintenant, comme je l'ai dit, on les capacite, on les renforce, tant bien que mal, en vue qu'ils comprennent mieux un peu les différents aspects qu'on attend d'eux lors de ces consultations publiques. Maintenant, dans la tarification de l'électricité, il y a quelque chose que la loi a imposé aux régulateurs. Elle est obligatoire au niveau de l'électricité. La consultation des consommateurs, la consultation publique doit être faite sur tout projet de licence, de concession, d'octroi, de titre d'exercice et même de détermination de tarifs pour une période donnée et pour tous les opérateurs. Donc, de manière périodique, une fois que la commission détermine les conditions tarifaires d'un opérateur pour une période de 5 ans, par exemple, elle lance une consultation d'un mois, met le document de consultation publique sur son site Internet et demande à toute personne de donner son avis et de donner ses observations sur les propositions faites, surtout en matière de tarification, en matière de qualité de service, en matière de normes, etc. Une fois que cela est fait, la commission également, avant le terme de la consultation, la commission organise une
journée de partage. Et dans cette journée de partage, elle convie les différents acteurs. À titre d'exemple, en milieu rural, lorsque en fait, nous faisons les contrats publics pour les concessionnaires qui sont en milieu rural, la commission se déplace dans les régions. Elle se déplace dans les localités, fait là-bas une consultation publique, convoque des acheteurs de consommateurs qui sont là-bas sur place, les chefs de village et des populations, et les consulte vraiment sur les tarifs qui vont être appliqués à ces opérateurs. Que les opérateurs vont appliquer sur la période tarifaire. Maintenant, là où vraiment on a des difficultés, c'est que le niveau de challenge qu'on attend de ces opérateurs, des fois, n'est pas là. La plupart du temps, ils se plaignent que le courant n'est pas arrivé dans ma localité, le courant est cher, etc. Mais là où on les attend vraiment, c'est de challenger l'opérateur sur ses coûts, sur ses investissements, sur la qualité de service. C'est ça que vraiment qu'on ne reçoit pas vraiment dans cette constatation publique, qui est un frein. Et pourquoi nous pensons, nous tous, que le renforcement de capacité de ces achats de consommateurs devrait nous permettre vraiment d'arriver à une étape supérieure même dans le cadre vraiment de ces opérateurs-là. Maintenant également, en matière de tarifs, nous savons tous que la tarification obéit à des règles de, de différenciation des coûts et d'affectation de coûts. Dans la logique, nous savons tous que lorsqu'une étude tarifaire elle est faite, le régulateur prend ses décisions sur la base. Mais comme l'a dit notre cher ami Hachi, l'État est souverain. L'État est responsable de la politique tarifaire. Il peut décider de différencier tel opérateur au regard de son manque de moyens, etc. Mais in fine, nous le pensons nous tous, cette tarification doit permettre d'assurer l'équilibre économique et financier des opérateurs. C'est pourquoi dans le cadre du Sénégal, nous avons un revenu maximum autorisé à l'opérateur. Pour les constats d'efficacité, nous avons un revenu requis. Maintenant, une fois qu'on a ce revenu-là, il est décliné dans une grille tarifaire que le régulateur approuve également. Il transmet une nouvelle grille tarifaire en prenant en compte des orientations du gouvernement, mais l'adéquation entre le tarif et le revenu maximum autorisé doit être égale pour nous permettre à l'opérateur vraiment d'assurer sa viabilité économique et financière. Parce que tout déséquilibre impacte vraiment la structure. Mais également, l'opérateur n'a pas le droit d'appliquer des tarifs qui sont supérieurs à ses revenus. Vraiment, c'est là où le régulateur quand même s'assure. En dehors de cela également, nous savons que économiquement, définir des tarifs d'une zone à une autre est compliqué. D'une zone rurale à une zone urbaine, c'est compliqué. Maintenant, l'État du Sénégal, quand même, après avoir vraiment rencontré beaucoup de problèmes pour l'acceptation de certains tarifs en monde rural, a décidé en 2018 de passer à l'harmonisation tarifaire. Cette harmonisation tarifaire a permis d'assurer un tarif unique à l'échelle nationale, mais a décidé en parallèle de mettre un mécanisme de compensation pour certains opérateurs, surtout les opérateurs ruraux qui, au regard de l'économie d'échelle qu'ils font, des investissements qu'ils font, le tarif ne peut pas être en deçà du tarif de l'opérateur historique. Donc ça aussi, c'est un mécanisme que, avec vraiment l'appui du régulateur, l'État a réussi à instaurer cette tarification-là, mais tout en protégeant, comme je le dis toujours, la viabilité économique et financière des opérateurs. Parce que l'histoire a montré que si ces opérateurs défaillent, en fait, ne sont pas en bonne santé, ça se répercute sur la qualité des services, sur la fourniture de services de l'électricité. Vraiment, c'est Ok. les points que je voulais ajouter. Très bien, commissaire. Je vais relancer sur quelque chose, mais avant, je vais écouter M. Hachi et ensuite je relancerai sur ce que vous avez dit. M. Hachi? Alors, sur les questions de tarifs, hein, je suis tout à fait d'accord avec toutes les démonstrations que M. Pat vient de faire. Sur la structuration du tarif, sur la question de la formation des associations de consommateurs pour en faire de véritables challenges en ce qui concerne les coûts des opérateurs, en ce qui concerne les investissements. Je suis tout à fait d'accord avec toute cette politique. Et d'ailleurs, la question de la formation des associations de consommateurs est véritablement au cœur de notre action.
C'est un véritable instrument je veux dire, d'harmonisation, d'harmonie au niveau, je ne parle pas d'harmonisation, mais plutôt d'harmonie, de compréhension au niveau des tarifs qui sont fixés. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, les populations s'attendent à une électricité de bonne qualité, à moindre coût. L'électricité de bonne qualité, elle a un coût. Et on ne peut pas fixer un tarif qui ne permette pas aux opérateurs de recouvrer les coûts qui induisent la qualité du service. Et donc, naturellement, il s'agit de les former de sorte à ce qu'ils arrivent à challenger l'opérateur sur les questions de coûts, sur les questions d'investissement et tout ça. Maintenant, au-delà de cela, sur la question de l'équité au niveau du tarif, il faut dire que nos secteurs, dès le départ, ont mis en place une certaine structure, une certaine différenciation au niveau des tarifs auxquels les usagers sont habitués et desquels il est leur aujourd'hui difficile de se défaire. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons le tarif qui est structuré en basse tension et en moyenne tension. Nous avons en basse tension un tarif social, et un tarif général pour les domestiques et un tarif professionnel. Et en haute tension ou en moyenne tension, nous avons un tarif qui est assis sur l'utilisation de la puissance souscrite. Donc, on a la courte utilisation, on a la moyenne utilisation et on a la longue utilisation. Les opérateurs, les usagers sont tellement accrochés à cette structuration qu'il est aujourd'hui un peu difficile de modifier cette structuration du tarif aux consommateurs finaux et aux usagers. Par contre, ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, c'est que sur le tarif social, il a fallu s'assurer que ceux qui bénéficient du tarif social sont vraiment des personnes qui respectent les conditions d'une consommation sociale. Et sur ce point, au départ, dans la construction de ce tarif social, qui est un tarif suffisamment subventionné, c'est que c'était des personnes ou des usagers, généralement en zone rurale, des petits consommateurs d'électricité qui, en principe, ne devraient pas être au-delà de 80 kWh par bimestre. Donc, dans la structuration, c'est un tarif qui a été fait de façon progressive et qui voudrait que cette première tranche de 80 kWh soit facturée à un tarif très bas et qu'au-delà, il y ait un tarif progressif, donc un tarif un peu plus élevé, qui permette, sous forme de sanction, de limiter la consommation. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde voulait, forcément à la souscription d'un abonnement, être au tarif domestique. Alors, en 2012, qu'est-ce que l'État a fait? C'est que l'État a totalement limité ce tarif, qui est pour des consommateurs, déjà pour la puissance, c'est une puissance de 1,1 kVA. Et pour ce qui est de la consommation, elle ne devrait pas excéder 200 kWh par bimestre. Dans la pratique, n'importe qui peut souscrire à ce tarif, à la demande. Seulement, sur une période de 3 bimestres, donc de 6 mois, votre consommation ne devra pas excéder 600 kWh, soit 200 kWh par bimestre. Et une fois que vous excédez, vous êtes basculé. Donc, on a installé ce qu'on a appelé le tarif basculé, qui permet de retirer ce qu'on appelle les faux sociaux, donc les faux consommateurs des tarifs sociaux, pour les mettre au tarif domestique général, naturellement en tenant compte de la puissance souscrite qui est de 50 P. Donc, au niveau du tarif social, il y a déjà ce système-là qui permet de s'assurer que ceux qui bénéficient de ce tarif social sont vraiment des personnes qui sont dans les conditions du tarif social. Ensuite, au niveau de l'accès à l'électricité, la Côte d'Ivoire, nous le savons tous, avait engagé le programme Électricité pour tous depuis 6 ans maintenant, qui est un programme qui permet l'accès à l'électricité à crédit, donc qui vous permet de bénéficier d'un branchement à crédit que vous allez payer à partir de vos consommations. Là encore, il y a des limitations de puissance, il y a le choix des zones de déploiement du projet qui permet véritablement qui permet véritablement à ceux qui sont vraiment dans le besoin d'être pris en compte par ce projet-là et d'éviter que des personnes ou des zones d'activité où on n'en a pas besoin, on ne puisse pas déployer le projet. Donc, ce projet, il est uniquement pour des abonnements domestiques. Après un moment, on l'a déployé également pour des professionnels
en basse tension et pour une puissance souscrite de 5-10 ampères. Donc, les puissances sont limitées. Donc, c'est pas pour les PME et PMI, c'est pour des usages particuliers. Et chaque année, l'État fait une programmation que l'opérateur suit en fonction des zones géographiques, en zone rurale, beaucoup plus particulièrement, pour permettre à ces populations-là d'avoir accès à l'électricité chez eux. En marge de ce tarif, il y a la question du prépayé et du post-payé. Et sur la question, l'objectif du régulateur, c'est de faire en sorte que le tarif qui est payé in fine soit le même que l'abonné soit en post-payé ou en prépayé. Et le régulateur a donc mis en place un système de linéarisation qui permette à celui qui est au tarif prépayé de payer le même prix que celui qui est au post-payé. Naturellement, ce système-là, le régulateur entend organiser une revue pour éviter qu'à la longue, des formules de calcul ne puissent pas créer une distorsion assez grande entre les prépayés et les post-payés. Donc, voici des mécanismes qui permettent d'assurer une certaine équité dans la tarification, mais à terme, comme le disait M. Pape, c'est de s'assurer que l'ensemble des recettes puissent permettre de couvrir les charges du secteur et d'éviter donc que ce secteur-là ne prenne un coup avec des tarifs trop bas qui ne reflètent pas les charges du secteur, mais également qui ne permettent pas d'assurer une bonne qualité de service à l'usager final. Ok, très bien, Monsieur Hachi. Nous avons 25 minutes pour conclure notre webinaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux participants si vous avez quelques questions, vous pouvez poster. Je vais poser une dernière question et puis je vais ouvrir s'il y a 2-3 questions des participants pour nos panélistes. Et moi, j'aurai une dernière question avant. Mais avant cette dernière question, je vais juste relancer sur cette problématique en fait de la capacité des associations de consommateurs pour justement, comme dirait, hein, je prends votre mot, pour challenger en fait les questions au niveau tarifaire. Je vais demander à M. Ouattara, quelle est votre position là-dessus? Parce que aussi le régulateur attend de vous de pouvoir challenger aussi pour les permettre de pouvoir mettre en place des tarifs qui aussi répondent encore plus à vos intérêts. Voilà. On attend des consommateurs d'être beaucoup plus percutants aussi dans des séances de consultation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, M. Ouattara, de votre expérience à l'UFC? Comment vous pouvez le faire et qu'est-ce qui est mis en place à l'UFC pour justement avoir ce niveau de challenge? OK. Pour notre expérience, je pense que c'est ce que je connais le mieux. Pour notre expérience, c'est que sur les questions des tarifs, et je crois que le régulateur l'a si bien compris, lorsque les tarifs ont été pris, il a parlé de, M. Bessekon a parlé de basculement. Lorsque le basculement est survenu, les consommateurs ne comprenaient pas. Quelqu'un qui était aux 5 ampères, après, voyait que sa tarification avait changé. Donc, on a reçu beaucoup de plaintes. Lorsqu'on a transmis les plaintes à l'ANRSI, ils nous ont appelés pour une séance de formation. Donc, je pense que cette séance de formation nous a permis d'avoir l'information vraie. Parce que justement, les troubles surviennent lorsque les gens n'ont pas l'information vraie. Donc, ils pensent qu'à tort qu'ils sont grugés ou bien qu'on leur fait trop cher l'électricité. Donc, on a eu une séance de formation avec l'ANRSI et ça nous a permis, à travers nos réseaux, au passage, je dirais que l'Union fédérale, on a 104 sections à travers la Côte d'Ivoire. Donc, on a eu la séance de formation. On a imputé les résultats de ces échanges-là à toutes les sections et qui ont, chacune à son niveau, organisé des séances de sensibilisation. Donc, je pense que ce que nous pouvons faire dans ce cadre-là, c'est plutôt aller rechercher l'information. Comme M. Bessekon l'a dit, la question du tarif, c'est une question de souveraineté. Donc, on n'a pas trop la même mise là-dessus. Mais lorsque ça survient, il faut qu'on puisse avoir l'information vraie pour les consommateurs. Et généralement, quand c'est bien expliqué, les gens comprennent. Même la dernière augmentation, on a été conviés, on a expliqué et je pense que ça a été bien compris. Si vous avez constaté, il n'y a pas eu de trouble. Donc, en général, passer l'information sur tous les changements, c'est vraiment important. Et garder le contact avec le régulateur pour avoir les bonnes informations
Voilà ce que nous faisons. Et pour être encore plus efficace, comme M. Bessécon l'a dit, il y a une convention qu'on a signée avec l'ANARI. Et l'ANARI, dans cette convention, on a des objectifs. Comme il a dit, le recueil d'informations qu'on doit remonter. Et ensuite, il nous donne les informations vraies. Et c'est comme ça qu'on procède. Jusque-là, je pense que ça fonctionne. Voilà, merci. Ok, très bien, Monsieur Ouattara. En effet, c'est d'avoir cette collaboration et d'avoir la bonne information. Donc, il y ait ce travail collaboratif entre régulateurs et consommateurs pour être informés. Peut-être, et je relance maintenant ce que Monsieur le commissaire Dia avait dit hein, par rapport à ce niveau du challenge qui est attendu. Peut-être aussi c'est en lien aussi avec le niveau d'instruction dans nos États. Quand on parle en milieu rural, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Déjà, il y a le problème de la langue, il y a le problème de la compréhension même de ce que vous expliquez. Donc, il y a tout un travail d'éducation des consommateurs, mais aussi que les consommateurs soient déjà instruits. OK, très bien. Alors, n'hésitez pas, chers participants, si vous avez des questions, il y a dans le panel en bas, vous pouvez juste dans le chat en bas ajouter deux ou trois questions qu'on pourrait poser avant la fin du webinaire. Alors, moi, j'ai ma dernière question avant d'ouvrir aux participants, ça serait plutôt sur la question des nouvelles technologies qu'on voit. Le régulateur aussi doit pouvoir considérer cette évolution technologique qu'on voit assez rapidement, et notamment sur les compteurs intelligents qu'on voit aussi de plus, et pas mal d'informations qu'on collecte à travers cette nouvelle technologie qui pose aussi la question de la protection des données des consommateurs. La protection, parce que ces smart grids euh, euh, aussi amènent cette dimension. Et notamment aussi, quelque chose qui peut être que cela peut amener, c'est la question de peut-être influencer la question d'équité. Parce que si les consommateurs, ils ont des compteurs différents, il y en a qui ont des compteurs beaucoup plus avancés, il y en a qui ont moins d'avancés, il faut quand même que, en tant que régulateur, assurer que le traitement est toujours équitable pour les uns et les autres. Donc, du point de vue de la CRSE et puis de l'analyse, quelles mesures et stratégies peuvent mettre en place pour garantir que cette avancée technologique, notamment tous ces smoothies, est utilisée à bon escient pour renforcer toujours la protection des consommateurs. Pour qu'il y ait à la fois, puisque l'avance technologique, ça permet améliorer la qualité de service, mais aussi au détriment de la qualité de service, il faudra qu'on assure aussi une protection des consommateurs. Comment cela est pris en compte ou anticipé? C'est même pas anticipé puisqu'on est en plein dans ces nouvelles avancées technologiques. Comment cela est pris en compte au niveau de la CRSE et de la NRSI? Peut-être commissaire, oui? Merci Charlie. Je pense que c'est un point vraiment qui revient à tout moment, même chez nous actuellement, avec des clients qui se plaignent sur le comptage qu'ils ont, des informations par rapport avec ce que le compteur on peut facturer avec ce que l'opérateur a facturé. Ce sont la plupart du temps des questions récurrentes qui viennent surtout en matière de, de, de réclamation, de facturation. Mais également aussi, on a, heureusement peut-être pour le Sénégal, je ne sais pas, mais l'opérateur historique va très vite en matière d'innovation technologique. Il va très vite. C'est vrai, de plus en plus, maintenant, ce que j'ai compris, que tous les compteurs industriels sont télérelevés. Ils ont installé pour certains types en fait, de clients qui dépassent une certaine puissance des compteurs bidirectionnels. Ça, ils nous ont informés et que les clients également n'ont pas, pour donner une question négative, moi je pense que ça passe d'autant plus que chacun des parties en tire un bénéfice. Parce que cette relève-là permet à chacun d'avoir certaines informations en temps réel. Au côté régulateur, nous, on se dit qu'on s'arrête un peu côté facturation à ce que le règlement de service a prévu. Parce qu'il y a un règlement de service quand même qui encadre les relations entre l'opérateur en fait, et le consommateur, surtout en matière de branchement, en matière de facturation, en matière de comptage, etc., etc. Maintenant, il peut arriver également que, avec cette innovation technologique, que le coût de location du compteur évolue. Maintenant, sur ce point, c'est là où le régulateur quand même intervient en disant à l'opérateur,
En fait, dans les conditions tarifaires qu'on vous a fixées, qui étaient prévues, que vous allez faire la relève, vous avez optimisé en installant des compteurs plus chers. Nous n'allons pas modifier le montant du tarif de la redevance compteur. Parce que vous avez optimisé en minimisant le coût de relève. Donc, de cette manière, on essaie de protéger le consommateur parce que du surcoût que l'opérateur historique a installé pour un peu optimiser sa gestion, son exploitation. C'est vrai, c'est plus facile d'être dans une machine et de vraiment facturer les clients, voir l'énergie qui passe, etc. Mais là, en contrepartie, on a essayé de protéger le client contre ça. Donc, dans la grille tarifaire, il n'y a pas d'évolution. Parce que c'est un avantage, c'est vrai, mais qui est compensé par une baisse des charges d'exploitation de chez l'opérateur. Donc, c'est lors des prochaines conditions tarifaires et des prochaines révisions de tarifs qu'on va revoir ça et essayer de revoir vraiment un peu l'adéquation entre ces deux technologies. Maintenant, on va revenir également à l'avantage du compte prépaiement. Ça aussi, c'est vraiment difficile. Au Sénégal, je peux dire que 70% de la clientèle est passée au prépaiement, contre presque 30% qui sont au post-paiement. Et je pense qu'avec le temps, toute la population va passer au prépaiement, contrairement à la Côte d'Ivoire, le régulateur a dit on laisse cette différenciation du prépaiement au bénéfice du post-paiement. Vous savez pourquoi? Nous, ce qu'on s'est dit, le client préfinance. Il préfinance sa consommation. Donc, il doit avoir quand même quelque chose qu'il gagne en ça contre un client qui consomme et attend 90 jours pour se voir facturer. Donc, c'est pourquoi on a laissé un biais, un écart de presque 1 ou 2 francs entre vraiment les tarifs entre le post-paiement et le pré-paiement. Ça, vraiment, on l'a laissé dans la grille tarifaire. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de clients préfèrent vraiment aller au pré-paiement, avec l'avantage également que le pré-paiement, il n'y a pas d'avance de consommation, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile pour certains types de clients et on consomme facilement sans aucune difficulté. Maintenant, ce que je voulais dire également, ce qu'on a constaté, c'est que ces compteurs prépaiement, qui sont des compteurs électroniques, n'ont pas une bonne durée de vie que les anciens compteurs électroniques et les compteurs électromécaniques qui existaient. Avant, un compteur électromécanique pouvait faire 15 ans. Aujourd'hui, le constat, c'est que les compteurs prépaiement qui sont là, je ne sais pas, peut-être c'est la chaleur, etc., n'ont pas une bonne, comment je veux dire, une bonne robustesse pour faire 15 ans, 10 ans. La plupart du temps, en 7 ans, 6 ans, 7 ans, ils crament. Bon, c'est vraiment des constats que nous faisons dans l'exploitation. Et quand ça arrive, le client se plaint, automatiquement, ça va changer le compteur, mais ne revient pas chez l'opérateur pour dire que, durant mes conditions tarifaires, vous m'avez fixé un compteur pour 15 ans. Non, on a dit que c'est eux qui ont acheté. Il y a des règles de régulation. Une fois fixées au préalable, elles n'évoluent pas. Donc, sur certains points également, on protège ces clients-là. Des compteurs sont loués à 400 francs, 429 francs, je pense, par mois. On ne change pas. C'est vraiment les points que je voulais ajouter sur ce point de nouvelles technologies. Je ne Ok, sais pas, merci, Achille. commissaire. Achille, Alors, ce que merci. je dois dire en Côte d'Ivoire sur les questions de nouvelles technologies, déjà, l'homologation des compteurs a été confiée au régulateur. Donc, sur cette question, on s'assure que ces compteurs-là répondent aux normes et qu'ils ne modifient pas la structure d'enregistrement des consommations et tout ça. Donc, après l'homologation, il faut s'assurer aussi de la maîtrise de la technologie qui est mise en place par l'opérateur. Et comme le disait M. Pape, il faut dire qu'en matière d'avancée technologique, les opérateurs vont très vite. Ils vont très vite, mais ce qui est intéressant dans cette avancée, c'est que le régulateur veille et s'assure que l'avancée technologique ne soit pas ou ne mette pas à mal les dispositions réglementaires qui sont là. Parce que le règlement de service concédé définit un certain nombre d'opérations et ces opérations-là ne doivent pas être modifiées ou ne doivent pas créer des charges supplémentaires ou elles ne doivent pas créer des obligations supplémentaires ou elles ne doivent pas réduire les droits
des consommateurs. C'est ainsi que cette veille-là nous amène, par exemple, en dépit des nouveaux modes de paiement qui sont mis en place, de maintenir les modes de paiement historiques, que sont, par exemple, le paiement en caisse, à la caisse de l'opérateur, les paiements par chèque, qui sont des modes historiques de paiement qu'à un moment donné, l'opérateur a voulu, je veux dire, annuler ou sacrifier au profit des nouveaux modes de paiement. Nous maintenons ces modes de paiement. Il y a la question des relevés qui, avec aujourd'hui les questions intelligentes, ces smart, ces compteurs smart là, qui permettent à l'opérateur d'optimiser et de ne plus avoir à faire des relevés sur site, mais à faire de la télégestion. Mais cette télégestion n'empêche pas, nous, comme le disons, l'opérateur, de temps en temps, de rappeler, de ramener ces agents sur le terrain pour s'assurer de ce que les données communiquées par la télégestion sont conformes aux données sur le terrain. Et sur la question de nos séances d'information et de communication avec les populations, nous permettent de les aider à prendre en main la gestion de leur consommation et de lire ces compteurs-là, ces nouveaux compteurs qui sont là, pour pouvoir véritablement gérer leur facturation. Monsieur Pape le disait tout à l'heure, pour ce qui est des nouvelles technologies, des nouveaux compteurs, ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que le client, il ne paye pas, en tout cas pour la basse tension, le client ne paye pas pour le système de comptage qui est posé chez lui. Une fois son abonnement fait ou le branchement est fait, l'entretien et la gestion de l'appareil de comptage relève de l'obligation de l'opérateur. Et donc, effectivement, c'est des compteurs qui ne sont pas très résilients. On a des questions de panne, des compteurs qui sont éteints, et pour lesquels souvent le client n'arrive plus à recharger, mais il bénéficie toujours de la continuité de la fourniture d'électricité. Tout comme il y en a chez qui le compteur est éteint et le client ne bénéficie plus de la fourniture d'électricité. Et là, sur la question, c'est là que intervient notre procédure d'assistance, de faire en sorte que ces réclamations-là soient traitées avec diligence, parce qu'elles peuvent constituer ce que je pourrais appeler un avantage ou un inconvénient pour le client. Un avantage, je dirais, délibéré pour le client qui a son compteur éteint, qui ne paye plus de recharge, mais qui bénéficie de la fourniture d'électricité. Ce sont des pertes pour le secteur, mais également des inconvénients pour le client qui a le compteur éteint, qui veut bien acheter de l'énergie, mais qui ne peut pas en acheter et qui ne peut donc pas bénéficier de la fourniture d'électricité. Donc, c'est des questions à traiter avec diligence. Et là-dessus, nous sommes vraiment très regardants à travers notre système d'assistance qui permet de régler ces questions-là en 48 heures, 72 heures maximum. Ensuite, il y a, sur ces questions de nouvelles technologies, les litiges liés au mode de paiement électronique. Et sur la question, nous nous assurons de ce que l'usager ne soit pas victime d'un système dans lequel l'opérateur a passé des conventions de gestion avec des opérateurs de téléphonie ou des opérateurs monétaires et qui pourrait constituer pour l'usager final une augmentation de ses obligations, par exemple sur les questions de preuve, où on va lui demander d'aller voir l'opérateur, lui, pour venir justifier la preuve de son paiement. Et donc, sur les questions de preuve de paiement, nous sommes vraiment très regardants. Et si l'usager justifie le minimum qui atteste de ce qu'il a fait son paiement, le reste, nous demandons à l'opérateur de lui fournir l'électricité déjà, notamment par les questions de mesures conservatoires et de se retourner vers l'opérateur pour essayer de trouver les traces de la transaction. Donc, je me dis, c'est en restant constamment à l'écoute des consommateurs, en prenant en charge les réclamations ou les recours qui arrivent chez nous par des moyens assez simples mais efficaces, que nous arrivons à assurer les intérêts des consommateurs vis-à-vis de ces avancées technologiques-là, qui constituent pour le secteur bien souvent des avantages, mais qui ne doivent pas, ces avantages-là ne doivent pas être au détriment des intérêts ou des droits des consommateurs d'électricité. Donc, nous restons regardants sur les dispositions réglementaires, notamment sur les questions de procédure, sur les droits qu'offrent ces dispositions réglementaires, notamment le règlement de services concédés aux consommateurs en matière de gestion de leur électricité avec l'opérateur, mais également nous sommes favorables à l'avancée technologique en permettant bien souvent à l'opérateur de lancer des avancées technologiques en matière de facturation ou de comptage, notamment par d'abord la vérification de
de la procédure. Ensuite, des opérations pilotes qui sont faites dans des quartiers ou des zones géographiques bien définies. Ensuite, la remontée d'informations après ces opérations pilotes-là pour s'assurer que le nouveau système marche bien. Et puis après, le déploiement national, mais toujours avec le suivi des recommandations que nous faisons à l'opérateur pour nous assurer que les droits élémentaires des consommateurs soient respectés. Mais également, il y a ces partages-là avec les associations de consommateurs qui permettent de remonter les informations dans les zones les plus reculées. Et sur la question des zones rurales, il y a très bientôt ce mécanisme que nous allons mettre en place, que nous appelons les bénévoles du régulateur, qui sont des personnes ressources qui seront formées en zone rurale et qui pourront assister les consommateurs dans la gestion de leur relation avec l'opérateur, mais surtout qui seront en lien direct avec la direction consommateur de la NARECI et qui pourront donc remonter les informations pour que ces consommateurs-là qui sont dans les zones rurales soient assistés assez diligemment. Ok, très bien, monsieur Achille. Nous avons moins de 10 minutes pour J'aimerais conclure. juste ajouter Ok, un petit oui. point par rapport, nous, à la certification des comptes au Sénégal. Ce n'est pas le Mhm. régulateur, mais c'est la direction de la métrologie qui est au niveau du ministère du Commerce, qui s'assure vraiment de la conformité de tous les compteurs, que ce soit les compteurs de l'électricité, de l'eau, etc. Cette direction-là qui valide tout ce qui est comptage et conformité des compteurs au Sénégal. C'est juste un point que je voudrais ajouter. Ok. C'est après avoir le certificat que Senelec peut déployer ces compteurs-là sur le marché tout en informant le régulateur. Je vous laisse rapidement conclure. Oui, oui, je vais juste relever qu'il y a les questions, il y a juste 3 questions. Je vais rapidement lire et si vous pouvez répondre rapidement en 1 minute chacun. Voici les 3 questions de Messaoui Kelif. Euh, Peut-être chacun va prendre une question. La première question est la suivante. Est-ce que les régulateurs interviennent également sur les doléances des petits producteurs consommateurs, dans les prosumeurs? La deuxième question, comment est-ce que les tarifs sociaux sont déterminés et les bénéficiaires potentiellement identifiés? Comment concrètement ces tarifs sont définis et les bénéficiaires identifiés? Et la dernière question, c'est jusqu'où le régulateur, dans du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, peut intervenir au niveau des opérateurs afin de répondre de manière équitable aux déliances objectives soulevées par le consommateur. Jusqu'où vous pouvez intervenir pour répondre aux doléances. Peut-être chacun prend une question. Commissaire, vous répondez. Peut-être sur la dernière question, je commence. Oui. OK. Je pense que le régulateur n'a pas de, comment je peux dire, de limite. Il peut regarder toute information qu'il juge pertinente et que l'opérateur a l'obligation de lui fournir. Il n'y a pas de limite. Et qu'en cas de refus, cet opérateur-là peut est sujet à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait partiel de la licence, etc. La loi est claire. Le régulateur a toutes les informations qu'il juge nécessaires dans le cadre de la régulation de l'activité concernée. Bon, maintenant, sur le point relatif, la deuxième question, c'est quoi? La première C'était question. sur les tarifs sociaux. La première question, c'est comment intervient le régulateur L'identification des sur les bénéficiaires doléances. des tarifs sociaux. Bon, Voilà. ça, je pense que je vais le laisser à la Côte d'Ivoire qui OK. n'ont. La première question, ça serait sur les prosumeurs. Comment vous gérez le producteur consommateur? Voilà, ça aussi, je pense qu'on a un nouveau cadre qui dit que pour les questions d'autoproduction, je pense qu'il y a eu à partir d'un certain seuil, il faut une déclaration. Cette déclaration-là, elle est faite auprès du régulateur avec la puissance, etc. C'est un régime déclaratif. Au-delà, lorsque vous dépassez 1 méga en termes d'autoconsommation, vous devez avoir une certaine licence que vous devez avoir. Les textes quand même sont clairs là-dessus. C'est que, en fait, c'est même pas en fait, une licence, hein. C'est pas une licence, c'est une déclaration. C'est une déclaration que vous faites. Vous dites que j'ai tel niveau, tel niveau, tel niveau. Si c'est l'autoconsommation. Maintenant, si vous voulez faire la vente de surplus, c'est là où la loi a dit qu'il faut une licence de vente de surplus. Parce que quand c'est inférieur, je pense, à 50 kV, vous ne faites rien. Vous ne faites rien.
Mais quand c'est supérieur à 50 kV, je pense que vous avez un régime déclaratif que vous devez faire auprès du régulateur, ce qui est fixé dans le règlement d'application, qui est mis dans le site Internet. L'opérateur ou bien l'autoproduction, lui, fait une déclaration d'autoconsommation. Maintenant, lorsque cette consommation-là, vous voulez faire maintenant la vente de surplus à ça, je pense que c'est là où la loi quand même vous dit vous devez avoir une licence de vente de surplus que le régulateur doit également vous donner. Vraiment, c'est libre, l'autoconsommation est libre dans nos pays, mais c'est juste encadré, juste pour connaître un peu le niveau d'autoconsommation, mais également mesurer l'impact de cette autoconsommation sur le système électrique. Parce que de plus en plus, on en voit, de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui font des leasing buy, des investissements en vue décréter un peu leur consommation. Et cela impacte la planification qui était prévue pour un secteur donné et ça impacte automatiquement la viabilité économique des opérateurs. Donc, c'est vraiment encadré. Il faut une visibilité par rapport à ça. Bon, Charlie, je laisse. Donc, OK. Rapidement, cette question alors sur les tarifs sociaux, CHI, Alors, sur l'identification des les abonnés bénéficiaires. éligibles au tarif social, il faut dire que déjà, à la souscription de l'abonnement, l'abonné a une obligation de déclarer à l'opérateur ses équipements. Et c'est sur la base de ces équipements que les services de l'opérateur lui conseillent la puissance à souscrire. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il faut dire que le tarif social n'a pas été fixé sur la base de la condition sociale de l'abonné, mais plutôt sur la base de son niveau de consommation. Et donc, ce niveau de consommation étant dépendant de son équipement, un consommateur lambda qui a les moyens, mais qui a peut-être un petit chalet insuffisamment équipé avec juste un poste téléviseur ou avec un petit ventilateur ou un poste où il va se reposer, est capable de souscrire un tarif social pour ce petit espace parce que les équipements qu'il a ne lui permettent pas de consommer d'atteindre un certain niveau de consommation. Mais en réalité, le tarif social, il est fait pour les populations en zone rurale et pour des personnes qui ont, même en zone urbaine, qui ont une petite consommation. D'ailleurs, la détermination des tranches est faite sur la base de l'utilisation de la puissance souscrite journalière. On s'est dit que pour une puissance souscrite de 1,1 kVA, la base de consommation pour ce tarif social, c'est pour quelqu'un qui n'utilise pas cette puissance souscrite, qui utilise pratiquement de moitié cette puissance souscrite par jour, en raison de 3 heures d'utilisation par jour et par bimestre, ce qui donne environ les 80 kWh qui ont été définis comme la consommation de base. Maintenant, pour la suite, à la souscription de l'abonnement, on ne peut pas faire une enquête spéciale pour savoir si la personne est éligible ou pas. Et donc, c'est pour ça que le système de basculement a été mis en place pour pouvoir estimer de ce tarif social-là tous ceux qui ne sont pas éligibles et qui ont fait la demande et qui ont pu en bénéficier. De sorte à ce que ce tarif-là reste uniquement pour des personnes qui ont une petite consommation ou qui ont une consommation vraiment de personnes qui résident en zone rurale. Parce que même en zone rurale, on a des personnes qui ont de très fortes consommations, qui ne sont pas éligibles au tarif social. Donc, ce n'est pas un tarif qui est fait spécifiquement pour la zone rurale, mais c'est un tarif qui est fait pour des petits consommateurs. C'est ce que je peux dire en réponse à la OK, question. très bien. Merci bien. Je pense que nous allons conclure. Je vais vous donner peut-être à chacun 1 minute pour un dernier mot avant que nous concluions. Peut-être je vais commencer par Monsieur Ouattara. Oui. OK. Avant de conclure, je vous dis merci. Merci d'avoir invité l'Union fédérale à participer à travers l'ANARICI. Et comme je vous l'ai dit dans notre premier contact, c'est une découverte. L'école de régulation, on ne la connaissait pas. On vient de la connaître. Je crois que de plus en plus, on va participer aux activités de cette école. Et merci de nous avoir invités. Nous prenons bonne note. On a déjà fait une réunion avec l'ANARICI. Il y aura une deuxième réunion en 2025. Je pense qu'avec les perspectives qui ont été évoquées ici,
ça augure d'une bonne suite de nos relations. Merci de nous avoir invités. Merci, M. Ouattara, d'avoir participé. Ok. Justement, M. Hachi. Alors, pour conclure, moi, je pourrais dire que la question de la protection des consommateurs dans nos zones, dans nos régions, dans la sous-région, est beaucoup plus liée à trois facteurs. Il y a d'abord la question de la notoriété du régulateur. Euh, nos régulateurs, nos services ont une notoriété qui est vraiment en deçà des attentes. Nous ne sommes pas très connus dans nos pays respectifs en interne et la population, le consommateur n'avait pas d'informations sur l'existence du régulateur et sur ce recours qu'est ce régulateur pour lui dans la gestion de ses relations avec l'opérateur est bien souvent livré à lui-même. Et donc, c'est une entrave à la protection des droits des consommateurs puisqu'ils ne savent pas qu'ils ont un recours qu'est le régulateur. Et donc, bien souvent, les plaintes ou les difficultés ne sont pas remontées. Ensuite, la question de la protection du consommateur ne doit pas être un simple jeu de mots. Ça doit être vraiment quelque chose de pratique et quelque chose d'adapté à nos réalités sociales. Et donc, les procédures trop lourdes, trop juridiques sont souvent compliquées pour les populations. Nous devons faire en sorte que nos procédures soient suffisamment simplifiées, mais assez résilientes pour permettre d'assurer une protection efficace des consommateurs. Le troisième point, c'est que les régulateurs n'étant pas en effectif étant plutôt en effectif assez réduit, l'action des des associations de consommateurs est très, très importante. Elles permettent pour nous d'établir un personnel ad hoc qui nous permet de couvrir le territoire national. Et donc, c'est un bras séculier pour le régulateur. Et donc, en la matière, les associations de consommateurs doivent vraiment jouer leur rôle de protecteur des intérêts des consommateurs par l'information des consommations, par la remontée des plaintes et des réclamations des populations au régulateur, mais également par la diffusion de l'information vraie à ces populations-là et être un vrai canal d'alerte pour le prolongement des actions du régulateur. Voilà un peu ce que je voudrais dire pour conclure. Et puis, dire vraiment merci à l'ARS qui nous permet de participer à ce webinaire qui est vraiment un véritable partage d'expérience. On a beaucoup appris, notamment de l'expérience du Sénégal, sur les questions de relations avec les associations de consommateurs, mais également sur la question de la consultation des consommateurs et sur la fixation du tarif, notamment le tarif prépayé, qui, avec ce petit point-là sur le biais qui est là et le justificatif, qui est vraiment la question de l'assurance du paiement de l'énergie, mais également de l'économie qui est faite sur les charges de recouvrement pour les clients post-payés et qui pourrait constituer véritablement un petit clin d'œil que nous allons laisser à nos amis de notre direction économique et financière dans le cadre des propositions tarifaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hachi. Alors, on coupe M. Ndiaye, commissaire Ndiaye, à vous la parole. Alors, commissaire Ndiaye, je pense qu'il s'est levé pour... Oui. Allô? Donc, c'est bon. Oui, on vous attend, oui. Donc, merci également. Je fais mes félicitations à l'ensemble des acteurs, également à Hachi, à M. Ouattara, à Charlie, mais également à l'École africaine de régulation. Ça aussi, je pense que ce qui nous a permis quand même de venir ici échanger de notre expérience. Mais comme je l'ai dit, nous sommes tous en train d'apprendre. Il y a un point important que Hachi a parlé tout à l'heure, a évoqué, c'est la notoriété du régulateur. Les populations, la plupart du temps, ne connaissent le régulateur que quand il y a un problème. Ils connaissent l'opérateur, ils connaissent l'agence d'éducation rurale, mais ne connaissent jamais le régulateur. C'est pourquoi même nous, en interne, au niveau du régulateur, on a commencé à prendre une stratégie de communication digitale, attaquer les réseaux sociaux, essayer de présenter les activités du régulateur, essayer de digitaliser auprès de notre site Internet tout ce qui est réclamation, mettre en place également des portails, capaciter les associations de consommateurs à ce qu'ils aient des relais
au niveau de chaque région qui vont essayer de faire véhiculer certains messages. Ça, c'est un défi quand même que nous allons adresser dans notre plan de communication et plan stratégique de la CRSE. Ça sont des points sur lesquels un régulateur, pour faire son travail, il faut au moins que les gens, que les populations sachent en fait vraiment son rôle, ses missions et là où vraiment peut s'arrêter ses missions. Donc, on a un vécu, c'est vrai, parce que 20 ans de régulation, mais n'empêche, il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à clarifier. Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Peut-être j'ai parlé de la convention avec les associations de consommateurs. Il y a également une convention que nous avons avec d'autres acteurs, notamment la métrologie, pour en cas de difficulté, lors d'une plainte, qu'on puisse aller avec eux, faire des relevés sur site, essayer de tester le comptage. On a une convention avec l'Agence de maîtrise de l'énergie. On a une convention avec les journaux de la presse économique. Parce que difficilement, des fois, pour relater les décisions de la CRSE ou bien les avis de la CRSE, ces journalistes-là, qui sont des économistes, n'ont pas peut-être le jargon, ne maîtrisent pas plus ou moins certains aspects de la réglementation. C'est pourquoi nous les capacitons également de manière périodique. Donc, c'est une communication qui va à l'encontre de tous, mais le bénéfice de la régulation que nous faisons, pour ma part, je pense que c'est le client final. Tout ce que nous faisons en matière de régulation, c'est pour le client final, à savoir le consommateur. Et c'est sur cette base-là que je remercie tout le monde et que bon après-midi à certains. Merci Charlie, merci à tous. Très bien, Monsieur Ndiaye, commissaire Ndiaye, merci bien. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé. On retient bien en trois essentiellement choses que moi je pourrais résumer rapidement ce qu'on a dit. Et c'est, j'appelle ça les trois E. Alors, le premier E, c'est de dire il faut arriver à établir des cadres réglementaires qui sont en lien avec la situation et qui répondent aux besoins, mais aussi qui permettent de considérer de façon importante la protection des consommateurs. Donc, établir ces cadres réglementaires et ces mécanismes. Vous avez bien parlé de la situation du Sénégal avec cette architecture qui permet de répondre à ce besoin et d'avoir cette commission, cette CRD de façon appropriée. Le deuxième E que je vois dans ce qu'on a discuté, c'est écouter. Et ça revient avec ce que M. Ouattara peut savoir, c'est d'avoir écouté aussi le point de vue, le discours aussi des consommateurs. Et tous les deux, vous avez pu faire remarquer comment est-ce que justement l'analyse et la CRSE aussi travaillent dans ce sens d'avoir cette collaboration, cette écoute. Et le troisième et dernier point, c'est éduquer. Donc, éduquer, former, enseigner. Et cette éducation, notamment, on a fait remarquer cela sur la question tarifaire, où c'est véritablement important de travailler sur éduquer le consommateur pour qu'il sache comment a été pris en compte, comment a été calculé le tarif, pour qu'il soit confiant et que aussi il comprenne que le tarif est fait de telle sorte qu'il soit abordable aussi. Donc, voici les trois qu'on peut retenir de ce webinaire et je voudrais encore vous remercier tous les trois, commissaire Ndiaye, M. Hachi et M. Ouattara pour avoir participé. Je voudrais aussi dire merci aux traducteurs pour avoir bien voulu traduire cela en anglais pour nos participants anglophones. Et bien évidemment, je voudrais remercier tous les participants qui ont pris de leur temps. Nous avons dépassé de 10 minutes. Merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé vos questions. Et on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire de l'École africaine de régulation. N'hésitez pas à vous connecter sur le site web de l'école. Vous allez avoir les informations sur nos différents webinaires en cours, mais aussi nos formations. Nous avons actuellement en train de finir une formation sur l'efficacité énergétique et nous avons d'autres formations qui seront prévues dans les semaines, les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à nous visiter, à vous inscrire sur la newsletter qu'on appelle la lettre d'information qui va vous être envoyée régulièrement pour nos activités. Alors, merci encore à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à la prochaine. Merci bien. Bye bye. Merci. Au revoir. Henrietta?